Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, OK, parfait. Ben, écoutez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Muriel Maxeng, je suis professeure chercheuse à l'École de santé publique et du Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Vous êtes toutes et tous la très bienvenue. Alors, au nom de tous les membres de notre équipe de l'Université de Montréal, de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, INEI, PSH et de Gulu Disabled Persons Union, GDPU, eux qui sont en Ouganda. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet atelier de restitution de notre projet sur les changements climatiques et l'accès aux services de santé humaine et animale pour les personnes en situation de handicap et leurs animaux. Je remercie Raphaël Ruiz de notre centre de recherche en santé publique pour son soutien précieux et aussi les deux interprètes en langue des signes québécoise qui nous accompagnent aujourd'hui. Alors, il y a Marie d'abord et puis un peu plus tard, il y aura Charlène. Juste pour vous dire que vous pouvez aussi activer de votre côté la fonctionnalité des sous-titres pour pouvoir suivre la communication si ça vous rend la vie plus facile. Et puis, tout l'atelier sera enregistré et diffusé subséquemment sur la chaîne YouTube du Centre de recherche en santé publique. Donc, pour qu'on puisse maintenir l'enregistrement dans notre système, nous vous invitons à nous laisser vous faire parvenir toute la transcription de notre côté. Et donc, avant de commencer cet atelier de 90 minutes, je voudrais inviter Madame Selma Quidri, directrice générale de l'ENIE PSH, notre partenaire principal au Québec en Ouganda, pour un mot de bienvenue. À toi, Selma. oui, bonjour tout le monde. Donc, à mon tour de te remercier, Muriel, remercier toute ton équipe, les différentes équipes qui nous ont inclus dans ce projet. Et je remercie aussi les personnes présentes aujourd'hui pour votre disponibilité à nous écouter un petit peu rapidement. L'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap est un organisme provincial. C'est-à-dire, on travaille partout au Québec, mais on est situé à Montréal. Et notre travail, c'est surtout de soutenir les personnes en situation de handicap par des services et des programmes spécialisés et des initiatives de recherche. Bien sûr, nous œuvrons pour la sécurité, le bien-être et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans toute leur diversité. Les changements climatiques. En fait, quand on a été approché pour ce projet, nous avions été vraiment, vraiment contents de pouvoir participer, de pouvoir collaborer à ce beau projet. Surtout de façon de partir avec un comparatif aussi avec un autre pays qui est l'Ouganda. Donc, nous nous sommes vraiment, nous avons sauté sur l'occasion parce que souvent, ce qui arrive, tout ce qui est problématique de santé publique ou autre, les personnes en situation de handicap sont souvent les grandes oubliées. Nous l'avons bien constaté lors de la pandémie COVID-19, toute la difficulté qu'ont vécu les personnes en situation de handicap et bien sûr les changements climatiques. Nous pensons que non, ça ne toucherait pas ou ce n'est pas vraiment une problématique. On va passer plus tard aux personnes en situation de handicap pour mettre tous les programmes et toutes les aides nécessaires pour la population en général. Alors, juste participer dans ce projet, pouvoir en discuter, pouvoir en parler, que nous faisons partie de la population aussi, et que c'est important de penser avec nous et sans nous. Donc, voilà, nous sommes contents d'avoir participé et peut-être ce n'est qu'un début et on va avancer ensemble pour une santé globale, une santé pour toutes et tous. Merci, Muriel. Je te laisse la parole. Oui, ben merci beaucoup, Selma. Et c'est pas juste un début, mais ça va durer assez longtemps. Donc, ce partenariat, nous sommes aussi très ravis du côté de l'École de santé publique. Alors, je te remercie énormément. Et donc, pour les prochaines diapositives, je vais vous partager le contexte, les objectifs et les méthodes de notre étude menée au Québec et au nord de l'Ouganda. Et pour la partie des résultats, on va se concentrer sur ce qu'on a trouvé ici au Québec.
ce sera beaucoup plus pertinent pour des fins de notre atelier aujourd'hui. Alors, les changements climatiques sont définis comme une modification du climat attribuée directement ou indirectement à l'activité humaine à travers des événements et des changements météorologiques extrêmes, comme ce qu'on a ce qu'on a constaté durant les derniers mois, dernières années, feux de forêt, inondations prolongées, subites, canicules, etc. Et donc, les changements climatiques n'affectent pas seulement les différents systèmes, tels que les systèmes de santé et les systèmes socio-économiques, mais ils représentent aussi également des vraies menaces et des défis supplémentaires pour la santé des populations, en particulier celles en situation de vulnérabilité, comme les personnes en situation de handicap et leurs animaux. Les personnes en situation de handicap représentent à peu près 16% de la population mondiale, c'est 1,3 milliard de personnes. En Ouganda, c'est 20% de la population qui vit en situation de handicap et au Canada, c'est 27% de la population des personnes âgées de 15 ans et plus. Et ça, c'est selon le dernier rapport de Statistique Canada de 2023. Les personnes en situation de handicap constituent donc l'une des grandes minorités au monde et font face à de multiples vulnérabilités intersectionnelles, discrimination, obstacles, et tout ceci exacerbe les iniquités sociales et sanitaires de santé qui sont existantes. Et donc, dans tout ce contexte, nous voulions en apprendre davantage sur les intersections entre les changements climatiques et l'accès aux services de santé chez les personnes en situation de handicap et leurs animaux. Passons maintenant aux objectifs. Alors, l'objectif général de notre étude était d'explorer l'intersection justement entre l'accès aux services de santé des personnes en situation de handicap et leurs animaux dans un contexte de changement climatique au Québec, au Canada et à Gulu, au nord de l'Ouganda. Et vous comprendrez plus tard pourquoi aussi on a décidé d'inclure les animaux. Alors, le premier objectif de la phase 1 visait à synthétiser et identifier les lacunes en matière de connaissances dans la littérature existante. Le deuxième objectif de la phase 2 a exploré les différentes perspectives d'acteurs intersectoriels concernant cette intersection spécifique. Et pour le troisième objectif de la phase 3, soit notre atelier justement aujourd'hui, on vise à diffuser les résultats de recherche et à identifier des priorités de recherche futures auprès des acteurs intersectoriels, notamment vous autres. Alors, pour guider nos analyses, nous avons utilisé deux cadres conceptuels. Tout d'abord, nous avons mobilisé le cadre de l'intersectionnalité. C'est une perspective critique qui nous permet de mettre en lumière les inéquités sociales de santé et d'identifier aussi des solutions à travers une approche systématique en nous concentrant sur les relations entre les identités multiples et croisées des individus, les dynamiques de pouvoir, l'analyse à plusieurs niveaux et la prise en compte de la justice sociale. Nous avons aussi adopté l'approche une seule santé, qu'on peut aussi appeler One Health en anglais, qui prend en considération la santé des humains, la santé des animaux et la santé de l'environnement dans notre compréhension du problème de recherche en question. Comme on l'a dit en introduction, les changements climatiques affectent les différentes populations humaines, animales, les plantes, etc. Et donc, pour les prochaines diapositives, je vais rapidement partager les méthodes utilisées pour les phases 1 et 2 de notre étude. Concernant la revue de la portée de la phase 1, on l'a réalisée de février à août 2024 à partir de 5 bases de données bibliographiques. Nous avons identifié 5 966 références, dont 933 doublons ont été retirés. Au total, après un examen de tous les articles éligibles,
Selon les critères d'inclusion et les critères d'exclusion, 16 études ont été retenues. Les résultats de cette étude de la portée ont été présentés dans 3 conférences scientifiques et nous sommes aussi en train de soumettre un article scientifique à cet effet. Concernant la composante qualitative de notre recherche, on a collecté les données de septembre 2024 à février 2025 au Québec et à Gulu en Ouganda. Nous avons mobilisé 3 types de collecte de données, soit une mobilisation communautaire contextualisée dans chacun des sites, des entretiens individuels approfondis, semi-dirigés avec des experts et des décideurs intersectoriels. Donc, vous voyez sur le tableau de la santé publique, santé humaine, santé animale, secteur du climat, de l'environnement, du handicap et du développement. On a aussi mené des groupes de discussion avec des personnes en situation de handicap entendantes et malentendantes au Québec et à Gulu. Et à Goulou, on a rajouté un groupe de discussion supplémentaire avec des prestataires de services intersectoriels pour des questions pragmatiques et logistiques. Au total, on a interviewé 53 personnes dans les 2 sites, dont 33 femmes et 31 personnes en situation de handicap. Et vous pourrez faire le petit calcul pour le nombre d'hommes qui faisaient partie des participants. Alors, pour mener à bien notre étude, nous sommes 3 équipes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, au Québec, il y a l'Université de Montréal et l'INEI-PSH. Et en Ouganda, en Afrique de l'Est, comme vous voyez sur la carte, il y a GDPU. Au total, nous sommes 12 personnes, dont 9 femmes et 6 personnes en situation de handicap. Et parmi l'équipe, nous avons une doctorante et une maîtrisante en santé publique mondiale et 6 assistants de recherche, la plupart en situation de handicap. Nous voulons aussi souligner 3 collaborateurs. Il y a Anne Delorme de HI Canada ou Humanité et Inclusion Canada. Il y avait aussi Daryl Barrett de l'Organisation mondiale de la santé et Marion Desmarchelet de l'École de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Alors maintenant, je passe la parole à Claudia Jimena Robayo González. Elle est doctorante en santé mondiale, aussi une des assistantes de recherche qui nous avait aidé pour la revue de la portée, aux côtés de Caroline Raymond, qui a gradué maintenant de sa maîtrise en santé publique et qui nous rejoint aussi du Kenya. Et après Claudia, Adolphe Yentim, assistant de recherche avec l'INEE PSH, continuera avec les résultats de la composante qualitative de notre étude avant que je reprenne le flambeau un peu plus tard. Alors, à toi la parole, Claudia. Merci, Muriel. Donc, sur les 10 préférences incluses, 15 concernent des pays correspondant au nord global, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, nous constatons qu'en général, elles parlent des avantages des difficultés de mobilité et forment un seul groupe avec les difficultés sensorielles ou cognitives. Euh, Par rapport aux les événements liés au changement climatique, l'accent est mis sur l'exacerbation de catastrophes naturelles, tandis que les événements à plus petite échelle, tels que l'augmentation des précipitations ou les coupes de vent, ne sont généralement pas étudiés. Comme les événements étant axés sur les catastrophes, dont l'accès aux services de santé a surtout été évalué en tant que service d'émergence, y compris des services d'évacuation et d'hébergement. Par rapport à la présence des animaux, seulement 3 études mentionnent superficiellement les animaux de compagnie ou les animaux d'assistance, mais elles n'analysent pas ni ne discutent pas les sujets en profondeur. Suivant. Euh, euh, les facilitateurs sont les outils d'évacuation des personnes en situation de handicap et pendant une émergence.
la télémédecine et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les politiques de gestion d'émergence. Par rapport aux barrières, principalement, ce concerne un manque d'adaptation, non seulement en termes d'infrastructures d'évacuation et d'hébergement, mais aussi en termes de moyens d'information adaptés à toutes les personnes en situation de handicap. En temps d'équité, les articles déclarent que nous ne devrions pas généraliser et parler des vulnérabilités ou uniquement des personnes ayant des difficultés de mobilité quand nous incluons les personnes en situation de handicap dans les programmes et les politiques. Cela ne nous permet pas de créer des plans adaptés à leurs besoins spécifiques. Je donne la parole à Adolphe. Merci. Merci, Merci. Claudia. Merci Claudia. Bonjour tout le monde. Comme Muriel l'a signifié, cette partie est consacrée aux résultats de l'étude avec un focus sur ceux du Québec. Elle se structure en trois volets. D'abord, dans un premier temps, nous abordons les impacts des changements climatiques sur la santé physique et mentale des personnes en situation de handicap. Et ensuite, nous verrons en fait l'effet de ces changements-là sur la santé des animaux. Et en deuxième lieu, nous parlons en fait de l'invisibilisation des personnes en situation de handicap et de leurs animaux, ainsi que les obstacles à l'accès aux services de santé. Et troisièmement, nous parlerons en fait des défis à l'intersection des changements climatiques, du handicap et de l'accès aux services de santé humaine et animale. Enfin, nous parlerons des recommandations. Et il faut dire que nous avons eu des données bien fournies et pour chacun de ces aspects, nous avons retenu certains passages d'entretien pour illustrer nos propos. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, en ce qui concerne, attendez, excusez-moi, en ce qui concerne justement les impacts des changements climatiques sur la santé physique et mentale des personnes en situation de handicap, le premier extrait ici fait ressortir les liens entre le handicap et la précarité économique. On note aussi l'importance de la présence de l'animal qui remplit une fonction zoothérapeutique. Donc, je cite l'extrait. Quand on parle de changement climatique, ce sont les personnes en situation économique précaire, comme les personnes en situation de handicap, qui sont les premières affectées et les animaux qui habitent avec ces personnes. On veut éviter à tout prix que ces personnes soient séparées de leurs animaux car elles ne pourront pas les retrouver. C'est un soutien important pour leur santé mentale et leur bien-être psychologique. Cet extrait est tiré de l'entretien 7 au Canada, bien sûr. Et le deuxième extrait, quant à lui, illustre en fait l'aggravation des limitations du handicap avec les températures extrêmes. Comme disait une des interviewées, mon expérience par rapport à ma situation de handicap et les conditions climatiques, c'est une question qui est très pertinente. Avec ma maladie orpheline, mon corps gère moins bien les différences de température. S'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, cela va causer de l'inflammation et je peux devenir non fonctionnel. C'est même la capacité de me lever et de marcher. Euh, Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, maintenant, on évoque l'impact des changements climatiques sur les animaux et l'effet de la hausse des températures ressort également à ce niveau-là. Et le présent exemple nous permet de souligner également l'adoption des animaux exotiques qui soulèvent d'autres enjeux en matière de prise en charge vétérinaire. Étant donné qu'il y a moins de vétérinaires qui en sont spécialistes, cela pose un problème aussi d'accès. Donc, je commence, j'évoque l'extrait. L'impact d'une augmentation de température est encore plus grand chez les furets à 25 degrés Celsius. Le mien est mort en 2022 directement à cause de cela. Mais les changements climatiques ont un impact direct et immédiat et constant dans la durée. Ce n'est pas quelque chose qui s'en va. C'est autant vrai pour moi, qui suis une personne avec de multiples handicaps, que pour mes animaux. Ensuite,
Donc, nous sommes maintenant à la phase de l'invisibilisation des personnes en situation de handicap et de leurs animaux, ainsi que des barrières d'accès aux services de santé. Et nous avons noté effectivement que les personnes en situation de handicap et leurs animaux vivent une certaine invisibilisation dans l'accès à ces services-là, en plus d'avoir à faire, de rencontrer des barrières. Et donc, dans le passage qui suit, on note une mobilité réduite qui est bien sûr induite par le handicap, ce qui favorise une situation de dépendance en matière de déplacement. Et ces difficultés conduisent souvent les personnes en situation de handicap à renoncer aux soins. Et on note également que le problème de l'accessibilité financière des soins vétérinaires est aussi un enjeu qui revient souvent. Donc, je cite l'extrait. Il y a l'accessibilité pour l'accès aux soins et se déplacer est plus difficile. Trouver un accompagnateur est un enjeu et aussi trouver une voiture pour venir à la clinique vétérinaire. Parfois, les personnes en situation de handicap ne se déplacent pas, même si leurs animaux sont malades. On a essayé de faire de la télémédecine, mais c'est assez difficile car tu sais, les animaux ne parlent pas. Beaucoup de personnes en situation de handicap nous demandent si on a des rabais parce qu'elles sont handicapées. Des gens aveugles demandent si leurs chiens d'assistance ont des rabais à la clinique. Ça, c'est un extrait d'entretien avec une vétérinaire. Et en En- et comment dire, pour poursuivre, justement, ici, on aborde les défis en lien avec l'intersection changement climatique-handicap-accès aux services de santé animale, humaine et animale. Et l'exemple qui suit souligne la relation de dépendance qui existe entre les personnes en situation de handicap et leurs animaux et réciproquement, notamment pendant les perturbations climatiques majeures où les animaux peuvent se retrouver en état de détresse. Et je cite l'extrait, deux points. Si une personne, comme les personnes en situation de handicap, vit seule et très isolée, un animal est souvent son lien vital. Et certaines personnes disent, eh bien, elle ne devrait pas avoir d'animal alors. Je trouve cela très critique et injuste. Cet animal peut être leur seule source de réconfort, voire leur raison de contribuer à avancer, de continuer à avancer. Lorsqu'on introduit la composante climatique en lien avec les changements en lien avec les tempêtes majeures en Colombie-Britannique, les gens n'ont pas pu mettre les animaux en sécurité sur des terrains élevés. Donc, on note ici que la présence de l'animal ne repose pas sur un choix anodin, mais c'est plutôt une nécessité. Les personnes en situation de handicap possédant un animal d'assistance se voient souvent refuser l'accès à certains refuges, étant donné que leurs animaux n'y sont pas acceptés. Et dans nos résultats, nous avons pu noter également un problème d'accessibilité aux informations euh, en situation d'urgence, particulièrement pour les personnes sourdes et malentendantes, au regard de l'absence de communication en langage des signes à la télévision québécoise. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour poursuivre justement sur ces questions liées aux intersections, euh, à l'intersection changement climatique, handicap et accès aux services de santé humaine et animale, euh, on relève aussi que l'avènement des changements climatiques favorise la propagation de maladies affectant autant les animaux que les humains, comme c'est le cas de la maladie de Lyme. Les maladies autrefois considérées comme lointaines et tropicales s'observent à présent au Québec avec les changements climatiques et les phénomènes migratoires chez les animaux. Comme le dit l'extrait, deux points. On dirait que pour les personnes en situation de handicap, je n'y ai pas encore réfléchi. Les liens, une seule santé, sont vraiment au niveau global en termes d'agriculture, et de la biodiversité, etc. Pour nous, une des façons les plus ancrées dans le territoire, ça a été un projet qui s'appelle Parc en santé, qui s'intéresse à la santé humaine, mais aussi des animaux. Par exemple,
à la maladie de Lyme. Les animaux et les humains cohabitent en lien avec cette maladie. Donc, on peut passer voilà, à la diapositive suivante qui porte sur les recommandations des répondants et répondantes. Et au titre des recommandations, les personnes interviewées en appellent à plus de recherches fondées sur l'approche une seule santé. Elles demandent également une intégration des services de santé humaine et vétérinaire dans le schéma d'un guichet unique, à l'instar du 211, le 211. Et troisièmement, les personnes en situation de handicap souhaitent que les subventions gouvernementales couvrent autant le soutien émotionnel favorisé par la présence des animaux au même titre que par la prise en charge, que pour la prise en charge des soins. Donc, premier extrait de recommandation. Deux points, qu'il y ait davantage de projets comme le vôtre, parce que la question climatique est là pour rester. Il faut faire de la collecte des données comme vous le faites. Avoir un guichet unique pour nous, les personnes en situation de handicap et nos animaux, mais ce serait difficile de tout mettre avec le climat. Cela est tiré de l'entretien 1 et l'extrait de l'entretien 10 dit ceci. C'est sûr que ça passe par des décisions gouvernementales d'offrir à tout être humain qui vit au Canada un moyen de vivre décemment, peu importe son handicap, donc des prestations si c'est nécessaire. Et peut-être reconnaître aussi un statut particulier aux animaux de ces gens-là, de ce groupe-là. Subventionner un chien de soutien émotionnel n'est pas officiel, c'est officieux, mais il y a des organismes qui peuvent fournir des animaux aux gens handicapés et pour on peut avoir la même chose pour l'accès aux soins. Donc, on finit par la dernière diapositive sur les recommandations, où il est question, bien sûr, de la nécessité d'une intégration des actions climatiques en santé et, et plus de collaboration intersectionnelle et donc intersectoriel, excusez-moi. Et deuxièmement aussi, on note que, il faudrait des dispositions qui favoriseraient une meilleure synergie d'action et des mesures transversales. Et enfin, les personnes en situation de handicap demandent un meilleur accès aux informations, notamment dans le cadre des annonces d'urgence liées aux catastrophes naturelles. Comme le dit l'extrait 1, un gouvernement en fait des ministres de la Santé qui intègrent davantage les changements climatiques dans leur programme, que ce soit au niveau de la préparation hospitalière, de l'adaptation des infrastructures de santé. La lentille intersectorielle est essentielle. La lentille de la santé planétaire, on le voit très peu euh, encore à l'œuvre. Et cela est extrait de l'entretien 9. Et le deuxième extrait dit ceci, deux points, en lien avec les catastrophes naturelles, quand il y a des annonces d'urgence, ce serait vraiment bien d'avoir un plan officiel. On ne sait quoi faire, on ne sait où trouver l'information accessible en langage des signes québécoises, en langue des signes québécoise. Voilà, disait le répondant du groupe de discussion 2. Et diapositive suivante, s'il vous plaît. Et reprendre la parole, Adolphe. Oui, oui. Ah, Donc, d'accord. merci beaucoup, Oui. Adolphe, pour tous ces résultats qualitatifs très riches. Nous serons vraiment ravis de partager avec vous une infographie des résultats de l'étude qu'on vient juste de terminer, spécifiquement sur les données qualitatives du Québec. On a aussi une version en anglais pour relater les résultats de l'étude de l'Ouganda. Donc, ça nous ferait vraiment plaisir de vous le partager. Euh, à l'inscription à l'atelier, nous avons vos courriels, donc nous pouvons vous les partager de cette manière. Voilà. Donc, voici les éléments à retenir. On va bientôt clore la première partie de cet atelier avant de passer à une période de discussion. Alors, le premier point, c'est l'importance
de documenter les besoins, de collecter les données concernant les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs animaux par des activités, des initiatives de recherche. Deuxièmement, le besoin. On a un vrai besoin qui a été aussi spécifié par les répondants d'avoir plus de collaboration intersectorielle au niveau de la santé humaine et publique, la santé animale, le secteur du climat, du handicap et aussi du développement. De nous assurer de l'accessibilité des informations et des formations aussi relatives à la santé animale, incluant quand consulter pour les personnes en situation de handicap. Il y a aussi l'importance d'intégrer la santé des personnes en situation de handicap et celle de leurs animaux, souvent, comme on l'a entendu, qui constituent aussi leur entourage très intime par rapport à leur participation à la société. Donc, de les inclure dans les mesures d'adaptation au changement climatique et bien sûr, de lever les barrières communicationnelles, physiques, d'attitude, financières et structurelles au niveau des politiques et même de la gouvernance pour les personnes en situation de handicap et leurs animaux face au changement climatique. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. Nous allons passer à la deuxième partie qui va vous permettre d'interagir avec nous. La première question que je vous demanderai à tout le monde, ce serait si vous avez des questions et des commentaires, donc une quinzaine de minutes. Ensuite, ce serait vraiment important pour nous de vous entendre sur la deuxième question, soit par rapport à est-ce qu'il reste encore des enjeux concernant l'intersection entre l'accès aux services de santé pour les personnes en situation de handicap et leurs animaux et les changements climatiques qu'on n'a pas encore abordés, donc une vingtaine de minutes. Et la troisième question serait, quelles seraient euh, vos recommandations pour des questions futures de recherche sur cette intersection très spécifique, mais essentielle maintenant au regard des changements climatiques qui nous assaillent, donc en faisant le lien avec l'accès aux santé et bien sûr l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc environ une vingtaine de minutes. Alors, je vais arrêter le partage de la présentation. Je vous remercie et puis on va commencer avec vous tous. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez utiliser la fonctionnalité lever la main. Je pense que c'est disponible en bas de votre écran par Zoom. Sinon, quand je vais arrêter de partager, je pense que on pourrait aussi voir rapidement qui a des questions et des commentaires. Alors voilà, c'est ouvert à vous tous. Si vous avez des questions, commentaires, nous serons très contents d'y répondre. Questions, commentaires, est-ce que quelqu'un veut briser la glace? Oui, Selma. Oui, merci. Je briserai la glace, moi. Je ne sais pas tout à l'heure si vous en avez parlé. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment, moi-même, on a participé, mais il y a des choses que je découvre aussi, que je me rappelle, je dis, ah oui, on pourrait parler de telle chose aussi. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé de l'inclusion des animaux, le pourquoi de l'inclusion des animaux. Oui, on a parlé des animaux de soutien pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu plus Oui, bien en fait, là-dessus? c'est pas juste les animaux de soutien, mais aussi les animaux qui sont les compagnons des personnes en situation de handicap. Et puis, je parlerai aussi un peu de ce qui s'est passé en Ouganda. En fait, quand on regarde les statistiques et la littérature, la plupart des Canadiens, entre 60 à 70%, ils ont un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat. Et souvent, c'est vraiment pour leur propre bien-être de la famille. Et on a vu qu'avec l'avènement de la pandémie, ça a même augmenté
la prévalence d'avoir un animal de compagnie. Et puis, bien sûr, plusieurs personnes, de plus en plus, ils ont aussi des animaux d'assistance pour les aider à bien participer au niveau de différentes sphères de la vie, que ce soit aller à l'école, au travail, transport en commun, etc. Donc ça, c'est vraiment le lien entre personnes en situation de handicap et les animaux. Et on voit que quand il y a des changements climatiques, ça n'affecte pas seulement la personne en situation de handicap elle-même, la personne, l'individu, mais aussi l'animal qui fait partie prenante de sa vie et de sa famille, n'est-ce pas? Donc souvent, il y a cette dichotomie, ce silo un peu intersectoriel. La personne, c'est la personne, l'animal est tout seul, mais on a vu dans les verbatims que c'est très important. On ne peut pas se dissocier la personne en situation de handicap avec son animal d'assistance ou son animal guide qui fait partie prenante de sa participation et l'exercice de ses droits à part entière. Donc ça, c'est au Canada, au Québec, et peut-être rapidement en Ouganda. À peu près 70% de la population générale vit en région rurale, notamment les personnes en situation de handicap. Et là-bas, les personnes en situation de handicap, pour la plupart d'elles, ont un animal d'élevage, un ou des animaux d'élevage, donc des animaux de ferme. Ça peut être des petites chèvres, des petits cochons, des poules, et c'est vraiment pour la subsistance. Et en fait, là aussi, on le voit, et vous pourrez le lire aussi dans l'infographie en anglais qu'on vous partagera, c'est que lorsque les changements climatiques chamboulent le pâturage des animaux, où il y a moins d'eau, où il y a trop de pluie qui détruisent les cultures ou en tout cas les endroits où les animaux peuvent aller chercher de la nourriture. Ben, ça diminue la productivité de ces animaux, ça diminue aussi la qualité de nutrition de la famille et ça diminue aussi les apports économiques que ces petits animaux peuvent leur apporter. Donc, on voit un lien très ténu, très étroit entre la santé des humains, dans notre cas, la santé des personnes en situation de handicap et la santé des animaux avec qui ils sont en contact. C'est pour ça que, en plus de l'approche intersectionnelle qui nous permet d'avoir un regard critique sur les enjeux d'équité, on a décidé aussi de combiner l'approche Une seule santé pour nous, oui, forcer à nous poser les bonnes questions lorsqu'on travaillait aussi avec les différents partenaires, mais aussi quand on posait les questions aux experts et aux personnes en situation de handicap sur le terrain. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a Adolphe qui a levé la main. Oui, merci. Oui, oui, je voulais juste ajouter, oui, que dans le cas de l'Ouganda, effectivement, l'un des effets aussi des changements climatiques, c'est le fait, l'éloignement des aires de pâturage qui oblige les personnes en situation de handicap à se déplacer, à parcourir de longues distances pour pouvoir nourrir leurs animaux. Voilà. Ah, merci. Merci, Adolphe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires que vous voulez? Oui, Andréane? Oui, bonjour. Ben, merci pour cette étude-là. Là. C'est super éclairant. Vraiment, merci. Et merci pour la présentation, Aldol. C'était super bien fait. Vous avez touché en début de présentation au lien entre le handicap et la précarité économique. Je serais intéressée de vous entendre élaborer justement sur ce sujet-là. Oui, merci pour cette question. En fait, la précarité économique n'est pas propre aux personnes en situation de handicap dans le contexte des changements climatiques. Ça découle vraiment, si on regarde la littérature, mais aussi au regard de ce que les personnes en situation de handicap nous disent par rapport à différentes barrières et discriminations capacitistes qui existent dans nos sociétés, incluant la nôtre ici au Québec, au Canada. Le fait que durant l'enfance jusqu'à l'âge adulte, il y a beaucoup plus de difficultés et d'obstacles additionnels pour les personnes en situation de handicap de participer au même pied d'égalité que toutes les autres personnes
pour aller à l'école, d'avoir accès à des emplois. Ensuite, ça, c'est au niveau du parcours de vie, mais ça faisait pas le propre de cette étude. Mais par exemple, dans la littérature, on dit qu'il y a beaucoup de discrimination aussi, de stéréotypes quand les personnes en situation de handicap veulent accéder à des services, à des postes au niveau des emplois, qu'elles sont exclues dès le départ à ce niveau-là. OK? Donc, c'est en lien avec des barrières au niveau du parcours de vie des gens, aussi barrières au niveau structurel de pouvoir soutenir les personnes en situation de handicap au niveau même du design universel, au niveau de l'accessibilité universelle. Si par exemple, je suis une personne en situation de handicap auditif ou visuel, est-ce que même durant mon parcours de formation professionnelle, il y a des accommodements raisonnables pour me permettre de pouvoir suivre le cours, etc. Et ensuite aussi au niveau des emplois. Donc, c'est à plusieurs niveaux, au niveau des barrières qui contribuent à la précarité économique des personnes en situation de handicap. Là, je dépasse un peu, mais au niveau aussi des prestations par rapport au handicap, c'est pas très équitable non plus au niveau québécois et canadien. Donc là, je dépasse un peu, mais je vois que Selma voudrait peut-être donner un point d'éclairage additionnel. Bah, en fait, je vais quand même donner, mais j'avais aussi des questions par rapport à ça. Mais c'est sûr que la précarité, moi, si je le vois par rapport à notre travail et nos interventions, c'est sûr que la pauvreté est beaucoup plus présente chez les personnes en situation de handicap que la population en général. Tu viens de l'expliquer, le manque d'accès au marché du travail, un accès régulier, un accès normal pour le marché du travail. Donc, la pauvreté est beaucoup plus présente chez les personnes en situation de handicap. Donc quand il arrive de vouloir accéder à des services de santé, que ce soit surtout santé vétérinaire, c'est très demandant. Moi, on a eu un exemple où une personne, c'était son animal de compagnie, c'était son animal de soutien émotionnel et elle vivait avec une limitation visuelle. Son animal, quand il était malade, il a fallu vraiment essayer de lui trouver de l'argent pour qu'elle puisse aller chez le vétérinaire et pour que ce vétérinaire l'euthanasie en plus. C'était horrible de voir cette situation où la personne s'est retrouvée vraiment de ne pas avoir les moyens d'aller chez le vétérinaire et puis de pouvoir par la suite que cet animal-là soit euthanasié. Donc, la pauvreté est très, très présente chez les personnes en situation de handicap, plus que celles qui sont dites valides. Moi, si je me permets, je ne sais pas si ce n'était pas, je me rappelle pas très bien, mais j'aurais voulu, peut-être, c'est un questionnement aussi, peut-être que ça serait pour plus tard, euh, de voir un petit peu la différenciation ou la comparaison sur un environnement urbain versus un environnement rural, puisque là, vous l'avez dit Ça, pour ce serait bien que l'Ouganda, on tu en parle de parles à la ruralité. troisième question. C'est les Troisième recommandations sur question, les questions futures d'accord, de recherche. Parce que, bien sûr, je le ramènerai oui, plus tard. merci. Je le ramènerai Oui, plus parce tard. que Mais je, on est vraiment oui, intéressé aussi de vous entendre, tout le monde, par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire plus tard, n'est-ce pas, au niveau des questions de mhm, recherche. Bien sûr, je parle de mon chapeau en tant que chercheuse. On est plusieurs différentes personnes aujourd'hui de différents secteurs, donc on pourra en parler tout à l'heure, mais juste de le garder en tête à cette partie-là, Selma. Est-ce qu'il y a d'autres mhm. questions et commentaires des participants euh, à l'atelier? Adolphe, tu avais un commentaire, une question? Oui, j'avais un commentaire par rapport au lien entre handicap et pauvreté qui avait été déjà souligné par le rapport mondial sur le handicap en 2011 et puis le dernier rapport du PNUD paru en 2024 qui fait les liens entre le handicap et la pauvreté. Et puis aussi, il y a le lien entre la pauvreté et le handicap parce qu'il est ressorti, par exemple, que 80% des personnes en situation de handicap dans le monde se trouvent dans les pays sous-développés du Sud global. Oui, voilà, pour souligner un peu cet effet-là. Ah, merci. Merci pour ce point d'éclairage, Adolphe. Et parmi vous,
Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Parce Il y a, qu'il Sinon, y a Evelyne il y Claire, a Evelyne qui a levé la ah, main. oui, Attendez, allez-y, Evelyne. Je n'ai pas vu votre main, mais allez-y. J'ouvre ma caméra. Bonjour, je voulais juste vraiment dire Ah, merci. bonjour, Evelyne. Bonjour Muriel, tu vas bien? Oui, Oui, je voulais dire que merci pour cette belle présentation. Et puis, moi, j'ajouterais que je ne sais pas comment on va arriver à montrer que les animaux de compagnie ou bien les animaux de compagnie ou bien les animaux d'assistance ou de subsistance pour les personnes en situation de handicap devraient être considérés, à mon humble avis, comme des aides techniques. Ça veut dire que si tu m'enlèves mon fauteuil motorisé, je ne peux plus rien faire. Donc, il faudrait que la population comprenne que ils sont autant importants que donner une marchette à quelqu'un ou bien que de donner un fauteuil motorisé à quelqu'un. C'était tout ce que j'avais ajouté. merci beaucoup. C'est très pertinent et en fait, ça rejoint aussi qu'est-ce que les répondants à l'étude avaient dit. C'est comme j'ai juste le mot en anglais, mais c'est le lien de survie et de vie. Ça fait partie de la personne en situation de handicap. Oui, tout à fait. Il faudra il y qu'on a, fasse. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? il y a Davidé qui a levé la main. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Euh, c'est David Zeberi de Handicap International depuis la Belgique. Je vous remercie parce que je trouve que c'est très intéressant et comme la revue de littérature a démontré, il y a malheureusement très peu à niveau des recherches. Donc, c'est intéressant. Je vous souhaite de pouvoir les publier bientôt parce qu'on en a besoin. Et aussi de penser ensemble à la réplicabilité de cette étude. Parce que quand on va dans le qualitatif, évidemment, c'est très situé aussi à niveau culturel. Donc, c'est important de pouvoir aussi avoir, sur la base de ce que vous avez fait, un corpus de données. Et ma réflexion, c'est sur l'autre partie, c'est-à-dire comment les acteurs de One Health, de Seule Santé, sont ou pas outillés et sensibilisés sur cette thématique et sur la santé inclusive. Parce que c'est déjà difficile entre les acteurs de la santé en général. Et il y a eu ce rapport, ça fait désormais 2 ans, de l'OMS sur l'équité en santé entre les personnes avec une situation de handicap. Et on voit que c'est encore quelque chose qui n'est pas connu. Et dans les secteurs où seule santé, c'est peut-être encore plus, puisque même si c'est un grand réseau, c'est quand même un petit monde à l'intérieur de la santé publique. Donc voilà, je crois que c'est un autre élément à réfléchir. Je ne sais pas si vous avez des éléments sur ça, mais c'est quelque part intéressant, pas seulement, disons, de la part de la côté de la demande, mais aussi de l'offre d'informations et de services. Merci. Tout à fait, merci. Je vais commencer. Peut-être, Claudia, tu veux aussi répondre. Donc, merci beaucoup, Davidé, pour cette question. En fait, l'intégration des différents secteurs dans l'approche Une seule santé, bien sûr, au niveau idéal, tout le monde travaille ensemble, différents secteurs, mais aussi à différents niveaux, que ce soit du niveau municipal, district, régional, provincial, national, et puis il y a des systèmes de surveillance qui demandent aussi qu'on travaille de très près au niveau supranational. Par exemple, au niveau des structures qui sont reliées à l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale de la santé des animaux, même au niveau de l'agriculture, etc. Donc, effectivement, il y a déjà un grand défi à la base au niveau de cette intersection des trois grands champs, je dirais santé humaine, santé animale, santé de l'environnement. Et à l'intérieur de tout ça, c'est sûr qu'on a du gros travail à faire entre nous. Parmi nous, je sais qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans l'atelier qui viennent du secteur de la société civile,
principalement pour les droits des personnes en situation de handicap. On a des acteurs au niveau plus de la gouvernance de la santé publique qui sont aussi parmi nous. Nous avons des représentants des personnes en situation de handicap. Nous avons des chercheurs, des étudiants. Nous avons aussi des représentants de la ville de Montréal. Donc, je pense que c'est vrai, il y a un vrai manque et un manquement au niveau de la connaissance et nous espérons, par exemple, à travers ce genre d'activité comme aujourd'hui, qu'on puisse rassembler différentes personnes, qu'on puisse commencer à semer des graines ou en tout cas à semer plus de conscientisation au niveau de l'importance d'inclure des personnes en situation de handicap avec différents types de handicap, hein. Nous avons vu que ce n'est pas un groupe homogène, bien sûr, mais souvent c'est juste plus simple de dire les personnes en situation de handicap, mais il faut voir la ventilation au niveau de l'âge, au niveau du genre, au niveau du type de handicap. Donc, voilà, alors c'est un vrai défi. Il faut qu'on travaille ensemble pour le faire main à main. Donc, on pourra en discuter davantage à cet effet, Davidé. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent rajouter parce que nous sommes plusieurs secteurs aujourd'hui. J'ai vu la main d'Adolphe et de Adolphe rapidement et Selma. Oui, merci Muriel. C'était juste pour signifier aux gens qu'ils peuvent, si ils se sentent plus, si les gens se sentent plus à l'aise de, de poser leurs questions directement au niveau du clavardage, de le faire si ils et elles ne préfèrent pas prendre la parole. Voilà, merci bien. Merci. Et si tu peux nous aider aussi à surveiller s'il y a des questions dans le clavardage. Merci, Adolphe. Selma? Oui, merci. Moi, je veux en profiter là. Donc, puisque c'est que c'est un commentaire surtout. Je pense que j'en avais parlé. En fait, quand on nous a approchés pour le projet, surtout quand on posait la question, moi-même, quand je posais la question dans mon entourage, on voyait les changements climatiques. Ah non, je ne pense pas, je n'ai pas réfléchi là-dessus, puis on ne le vit pas vraiment. C'est comme si que c'est tellement loin de chez nous. Il faut que ce soit une catastrophe naturelle ou quelque chose, alors que c'est très, très proche et ça a commencé depuis quelques années. Moi-même, j'ai une limitation visuelle, ça paraît pas comme ça, mais j'ai un handicap visuel, donc je me déplace en canne blanche avec une canne blanche et tout ça. Donc, moi, je me dis juste les périodes, les épisodes de chaleur extrême, que ce soit dans un environnement urbain, ça a été très problématique. C'est très problématique pour les personnes en situation de handicap, juste de se retrouver, de ne pas savoir si de chez nous, trop, trop chaud, de ne pas savoir où aller, ou c'est dans un quartier où c'est comme un désert, hein, d'une certaine façon, il n'y a pas de, c'est pas juste où aller dans un centre pour pouvoir se rafraîchir ou quoi que ce soit, c'est très problématique. Et même au niveau de nos arrondissements, tu l'as parlé tout à l'heure, de comprendre aussi, de ventiler aussi par rapport à la présence des personnes en situation de handicap dans nos groupes de population, juste de regarder dans nos arrondissements, on a des statistiques là-dessus, est-ce qu'on est vraiment dans les chiffres de nos villes et pour que s'il y a des catastrophes comme ça, elles vont se répéter souvent, qu'on soit prêt et qu'on sache vraiment comme on le fait peut-être pour les personnes aînées, pour les personnes en situation de handicap aussi, ça devrait être systématique aussi. On en a dans le quartier, j'essaie d'aller voir si ce n'est pas les organismes communautaires qui font le soutien. Donc, nos villes devraient être déjà préparées pour ce genre de situation. Donc, c'était juste un commentaire que je voulais euh, ramener de plus et d'un vécu personnel aussi, où je me retrouvais souvent aller dans des centres commerciaux ou même parfois au cinéma, payer un billet de cinéma parce que j'avais pas au début un climatiseur. Je voulais raconter ça, là, mais ça fait quand même quelques années qu'on vit. J'ai fini par m'acheter un climatiseur, là, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, mais sinon, ça va être de plus en plus difficile pour les personnes en situation de handicap. Et des fois, on a des maladies qui viennent rejoindre aussi nos limitations aussi, si on peut faire de l'asthme ou autre. Donc, il faut le prendre en considération. C'est une population, c'est des groupes qui font partie de notre population en général. Voilà, merci. Merci beaucoup, Selma. Et puis, il y a un balado, il faut que je trouve le lien,
Ou si quelqu'un peut m'aider à trouver le lien, c'est un balado sur les déplacements climatiques auprès des personnes en situation de vulnérabilité par Climigrant. Je ne sais pas, Molly, si tu peux m'aider à trouver le lien, on pourra partager. Et en fait, ça relate justement les difficultés, les barrières, mais aussi les solutions et les actions qu'on peut mettre en place pour rendre les services beaucoup plus accessibles. Et merci, Molly. Peut-être juste de, de- Patricia qui a mis dans le chat. oui, et puis d'avoir le balado, d'avoir le lien directement au balado sur les changements climatiques. Merci. Hélène, je vois que vous avez levé la Juste, main. pardon Hélène, juste avant Hélène, je voulais dire qu'il y a une personne dans le chat aussi qui a demandé, qui aimerait en savoir plus sur le recrutement des participants et participantes. Donc, on peut y aller soit avec Hélène, soit avec la question de Cynthia Suarez. Oui, ben peut-être que tu peux répondre à cette question. Tu as fait partie de l'équipe de recherche. Ben alors oui, je peux commencer à répondre, puis Adolphe pourra comme, continuer aussi parce qu'il m'avait aussi accompagné. Donc, pour le recrutement des participants, Cynthia, on avait vraiment procédé. On avait eu des entretiens individuels et aussi des groupes de discussion. Donc, nous avions des personnes en situation de handicap qui avaient aussi participé. Donc, on avait des personnes en situation de handicap visibles, qui utilisaient un fauteuil roulant, des personnes qui étaient aveugles, des personnes qui avaient vraiment tous les types de handicap. Puis aussi, de notre part, nous avons également des personnes en situation de handicap également malentendantes, donc qui avaient participé à un autre groupe de discussion à part où on avait eu également des interprètes en langue des signes québécoise, puis aussi au niveau des entretiens individuels, nous avions été en contact avec des personnes de plusieurs secteurs. Donc, nous avions eu des experts en climat, en santé animale, des vétérinaires, puis aussi en santé humaine et aussi en environnement. Puis nous avons aussi des personnes du secteur public aussi qui avaient participé c'est comme ça qu'on avait vraiment procédé pour le recrutement. Je ne sais pas si Adolphe, il veut compléter parce que tu avais quand même participé avec moi pour le recrutement et aussi les entretiens et les groupes de discussion. Adolphe. Merci bien, Molly. Et effectivement, je pourrais juste ajouter que nous avions, d'une part, pour essayer de trouver en fait les personnes en situation de handicap, nous sommes passés par les organisations de personnes en situation de handicap. Et d'autre part aussi, nous avions fait des annonces sur les réseaux sociaux en disant que nous souhaitions recruter des personnes dans le cadre de ce projet-là. Et en fait, et on donnait déjà les explications, les indications du projet. Et c'était volontaire. Les personnes nous contactaient pour manifester leur intérêt de participer aux entretiens. Voilà. Merci. Merci. J'ai vu une question dans le clavardage de Sarah, mais est-ce que Hélène, non, est-ce que c'était Hélène qui voulait Oui, poser c'est une Hélène, question? tout de suite après, oui, c'est Hélène. Ensuite, la question dans le chat. Hélène? Euh, Oui, bonjour. Je travaille, je suis stagiaire à l'UNIPSH et en fait, je voulais faire du pouce par rapport à ce que dit Selma et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que je trouve qu'elle a vraiment soulevé un bon point au niveau de la chaleur, puisque il y a beaucoup de maladies chroniques auto-immunes qui ne sont pas considérées comme un handicap, mais la chaleur, par exemple, ou le froid peut provoquer une situation de handicap, dans le sens où ça va réveiller des symptômes. Et je parle d'expérience, hein. Et puis, ça peut réveiller des symptômes comme des problématiques à la marche, des étourdissements, des raideurs musculaires, et enfin plein d'autres symptômes pour toutes sortes de maladies dégénératives, en fait. Et c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que la chaleur fait que c'est un problème et tu as vraiment raison, Sylvain, que ça serait bien de trouver des solutions
pour que les gens aient un endroit où se rafraîchir plutôt que de se payer une place de cinéma, en fait. Donc, il reste Selma. Le GTC, c'est les bibliothèques, les centres commerciaux, mais les bibliothèques aussi. Et aussi sensibiliser les entreprises à installer la clim. Je pense qu'au Québec, ils en ont quasiment tous, mais pas partout en fait. Donc, et juste pour info, la clim peut être prise en charge par certains CLSC quand on a un handicap. C'était, je t'en reparlerai, Selma, tout à l'heure. Merci. Merci en tout cas pour votre recherche. Voilà. Merci Hélène et je pense que votre point supplémentaire d'éclaircissement rejoint aussi un peu ce que Sarah Munoz a demandé dans le clavardage. Alors, pourriez-vous nous dire davantage sur les enjeux vécus par les personnes en situation de handicap et leurs animaux en situation d'urgence climatique, les canicules, tempêtes, etc., au Canada, à Montréal notamment, en termes d'accès aux informations, aux hébergements d'urgence et aux ressources de la ville? Trois points de suspension, point d'interrogation. Alors, c'est une très bonne question et je pense qu'une des citations, on avait parlé. Il y a un manque de plans officiels par rapport à des mesures d'adaptation et même au niveau de la préparation, la réponse aux urgences durant les changements climatiques pour qu'ils soient beaucoup plus accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc, spécifiquement, il y a des répondants qui ont dit, ben, quand il y a des nouvelles ou des alertes, c'est pas traduit en LSQ, en langue des signes québécoise. On le voit. Donc ça, c'était parmi la centaine de verbatim. On l'a pas choisi là, mais je me souviens d'une citation qui disait, par exemple, au niveau fédéral, quand il y a des nouvelles, il y a un interprète ou une interprète en langage des signes. Au Québec, c'est pas encore systématique. Donc, ça, c'est un aspect d'amélioration. Ensuite, au niveau des aspects à l'information, là encore, c'est la même chose. Soit c'est pas accessible, c'est pas adapté, ou les gens ne sont justement pas du tout rejoints. Justement, dans le balado qu'on vous a mis dans le chat, on en parle de cet aspect-là par rapport à l'information, à l'accès à l'information et ensuite le maintien de cet accès de l'information dans le temps. Merci Marie. Il y a Charline, pardon, qui reprend l'interprétariat. Et puis c'est la même chose au niveau des hébergements d'urgence. Est-ce que ces hébergements d'urgence sont accessibles? Au niveau de l'information, au niveau même de la marche à suivre, l'orientation, au niveau physique. Donc, tout ça, ce sont des questionnements qui ont été soulevés par les répondants. Il y a Selma qui voudrait, je pense, donner plus d'informations. Il y a Adolphe et Claudia qui veut aussi répondre. Allez-y, Selma, Adolphe et après Claudia. Ben, en fait, je voulais juste rajouter ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr, l'hébergement, oui, même si l'information est accessible, quand on n'est pas malentendant, là, tu l'as bien dit, c'est très, très dur. Quand on est malentendant, d'avoir accès à cette information. Mais même si on y a accès, c'est juste de pouvoir se déplacer et puis d'être sûr, on n'est même pas capable de comprendre pour ce qui est en termes d'accessibilité, en termes d'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seuls aussi, qui n'ont pas d'accompagnateur déjà. Moi, je pense qu'il est important aussi que je reviens toujours, nos villes, surtout quand c'est dans situation, un environnement urbain, nos villes, nos arrondissements doivent avoir des statistiques. Les premiers répondants, que ce soit des pompiers ou des policiers ou autres, les premiers répondants, c'est une situation d'urgence, on a un plan, les villes ont des plans, et puis
dans ces plans-là, on voit nos populations. Qui sont nos populations réellement qui pourraient être en danger? Et c'est avec elles qu'on va travailler. Moi, demain, une situation d'urgence, je ne sais pas si mon arrondissement savent que je suis une personne en situation de handicap, je suis malvoyante et qu'on peut paniquer très, très vite, rapidement et on perd nos repères complètement. Donc ça serait important que dans ces plans-là, on soit compris comme population et que les premiers répondants aient ces listes-là. Parfois, on a peur de mentionner qu'on est une personne en situation de handicap par peur de la stigmatisation, les préjugés et même souvent de la discrimination, même au sein de là où on habite et tout ça. On a peur de dire qu'on est une personne, mais je trouve que quand des situations d'urgence, on n'a pas le choix, donc, que de le faire, là. C'est mon ajout pour ça. Merci. Merci Selma. Adolphe? Oui, je voulais aussi ajouter le fait que en cas d'inondation seulement, on peut faire le lien entre les inondations et le fait que bien souvent les personnes en situation de handicap habitent au niveau du sous-sol, de un, et de deux aussi, justement, une de nos répondantes soulignait le fait que les services de police ne sont pas sensibilisés aux enjeux des personnes en situation de handicap. Et puis, de toi aussi, je voulais ajouter que souvent avec les perturbations climatiques très changeantes et puis les tempêtes qui surviennent du jour au lendemain, les personnes justement qui ont des chiens guides ont besoin de s'adapter tout le temps. Il faudrait par exemple chausser le chien et ce sont des problématiques invisibilisées qu'on ne réalise pas souvent. Voilà, merci. Merci Adolphe. Claudia, je pense que tu veux rajouter des informations à partir de la revue de la portée. Oui, oui, parce que le lien, c'est tellement clair maintenant entre ce qu'on a trouvé, les manques de rapports sur les événements à petite échelle, les événements qui affectent les personnes chaque jour, et ce qu'on dit ici. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, on pense changement climatique, les ouragans et les choses tellement euh, grandes qui se passent dans probablement plusieurs pays, mais les autres choses ne sont pas toujours euh, rapportées. Donc, c'est ça. Les personnes en situation de handicap, ils sont toujours, tout le temps, font face à ce type de situation, la pluie, les vagues de chaleur euh, et tout ça. Donc, on a besoin de savoir comment agir et comment améliorer ce type de situation, comment les mettre dans les programmes de santé, dans les politiques. Et ça vient depuis la littérature et maintenant vous nous donnez un peu plus d'informations et les participants qui ont fait les entretiens aussi euh, disent ce type de choses qui sont vraiment importantes d'agir, pour agir. Merci Claudia. Evelyne et ensuite Caroline. Evelyne? Oui, je voulais juste ajouter que, par exemple, je parlerai du soutien à domicile. Quand tu vas au soutien à domicile, le premier intervenant qui vient t'écouter d'habitude prend ta situation de handicap et devrait la rapporter normalement aux institutions ou à la ville. Sinon, nous-mêmes devons faire le premier pas. Moi, quand j'arrive souvent dans un quartier, je me rapproche de la caserne des pompiers la plus proche et je leur dis que j'habite à tel endroit et que je suis en situation de handicap. Mais maintenant, je vais aborder un autre point. Même si tu sais où tu peux te réfugier, nous avons ce fameux problème de transport. Est-ce que la STM, le transport adapté, pour lui me déplacer en situation d'urgence climatique, est-ce que c'est une urgence où je peux prendre le rendez-vous le même jour? Je ne pense pas que ce fait, peut-être que je me trompe. Donc, si on commence à dire qu'il fait 40 degrés et que je sais même que je peux aller me réfugier à la bibliothèque, il faudrait encore que je puisse sortir de mon appartement et que j'arrive à cette bibliothèque. Est-ce que je peux appeler la STM pour leur demander, est-ce que dans les heures qui suivent, pouvez-vous venir me chercher parce que je ne peux plus supporter la température, qu'elle est peut-être trop froide ou trop haute? Ça, je poserai la question s'il y a des élus sur notre table d'y penser parce que c'est vraiment important
important pour nous. L'autre chose, c'est le déneigement. Le changement climatique affecte vraiment les personnes. Moi, j'utilise un fauteuil motorisé, mais le changement climatique, quand c'est les tempêtes, on a la règle qu'il faut que la tempête s'arrête avant qu'on ne déneige. Mais avant la tempête, elle peut faire autre chose qui empêche même que je puisse sortir, même si je veux m'échapper. Dans ces conditions-là, dans les endroits où les personnes habitent, la règle de déneigement doit varier un peu à mon humble avis. C'est vrai que c'est ajouter encore beaucoup d'argent, mais c'est des vies humaines qui sont mises en jeu. Et puis, si même je veux m'échapper, à la sortie des trottoirs, il y a souvent comme un lac. Je ne sais pas comment on vous décrit ça, quand ça fond. Donc, moi, en fauteuil Exactement. motorisé, je ne sais plus où il y a la pente. Donc, je risque à tout moment de tomber. Je ne sais pas comment on peut arriver à résoudre ce problème-là, c'est parce que ça nous fait vraiment beaucoup de problèmes dans nos déplacements et dans notre sécurité. Moi, je suis tombée une ou deux fois déjà parce que je ne voyais pas la pente et puis j'ai dévalé les 10 centimètres ou 20 centimètres d'un côté où je ne devais pas le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce partage très important. Caroline? Bonjour. Je voulais juste ajouter que un des points qui a été que vous avez soulevé que durant cette discussion était justement l'inclusion de exemple le langage des signes dans des moments de voyons dans des crises climatiques où que justement c'était pas inclusif du tout, puis c'est justement un point qui était vraiment important qui est ressorti de notre recherche dans le scoping review. Puis aussi, important, je pense, juste à mettre en perspective que pour ce scoping review-là, il y avait beaucoup d'articles qui venaient des États-Unis, puis qui étaient en rapport avec les ouragans. Donc, je pense que, comme ce qu'on vient de parler avec les tempêtes de neige, c'est un sujet qui, la recherche devrait arriver pour justement mieux adapter et avoir de meilleures réponses pour ces problèmes-là. C'est tout. Merci. Merci pour cet ajout et c'est un très bon timing pour la question au niveau des recommandations. Quelles, selon vous, parce qu'il nous reste 15 minutes maintenant, quelles sont vos recommandations pour des questions futures de recherche sur cette intersection au niveau des changements climatiques, accès aux services de santé et pour les personnes en situation de handicap et leurs animaux? Alors là, je vous prie de ne pas vous retenir parce qu'on est toujours en train de réfléchir comment on peut s'améliorer même au niveau du côté de la recherche pour combler les lacunes au niveau de la connaissance. Mais pourquoi on fait tout ce type de recherche, en tout cas à mon niveau, c'est pour pouvoir générer des données probantes pour que derrière, on puisse éclairer les prises de décision au niveau des différents secteurs, mais notamment au niveau de la santé, du climat et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que vous avez des suggestions d'enjeux ou des questions futures de recherche sur lesquelles on devrait s'attarder pour les prochaines étapes? Oui, Selma. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, là. Je veux continuer la recherche, je veux continuer, mais je veux juste préciser quelque chose. Je voudrais regarder parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas vu peut-être ressortir comme il faut. L'approche intersectionnelle, cette différenciation entre, surtout, on sait que tu as donné des chiffres tout à l'heure, les statistiques le nombre de personnes qui ont déclaré ayant des incapacités ou des limitations à travers le Canada, le Québec, et on voit toujours que le nombre de femmes est encore plus important, plus grand que celui des hommes. Et souvent, ces femmes-là peuvent être des femmes qui sont chefs de famille monoparentales. Et si on creuse un peu plus dans l'approche intersectionnelle, de voir le côté, on a parlé tout à l'heure de pauvreté, tout ça, et beaucoup de femmes qui appartiennent à des groupes de population ethnoculturelles différentes. Donc, c'est peut-être faire ressortir aussi ce lien-là, puis de voir quelle est, et on sait que l'information
on parle par rapport à nos expériences, l'information a du mal à arriver à certains groupes de population aussi, et dans des situations d'urgence et tout. Donc, c'est important peut-être de ressortir, oui, les animaux de compagnie, les animaux de soutien, mais aussi cette approche intersectionnelle aussi pour pouvoir voir le nombre de femmes qui sont plus touchées par cette réalité. Et moi, je reviens toujours à mon côté de voir une comparaison dans les différents environnements rural versus urbain. Est-ce que les services sont beaucoup plus accessibles? Est-ce que je le vois déjà qu'ils ne le sont pas, mais quand même faire cette comparaison et de voir à quel point on est plus adapté, plus préparé à des situations d'urgence climatique dans un environnement plus qu'un autre et quels sont les plans qui sont déjà mis en place et le degré d'accès. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant de pouvoir, puis déjà, euh, avoir plus d'informations sur les changements climatiques, sur ces problématiques qui vont être de plus en plus présentes au Canada et au Québec, juste pour mieux outiller les personnes en situation de handicap, parce que tout à l'heure, on a parlé du recrutement. Oui, parfois, il a été difficile aussi d'en parler parce que les personnes pensent ouragan, tempête, quelque chose de catastrophique, alors que c'est des fois, c'est des choses, oui, une grande chaleur, c'est aussi catastrophique pour certaines personnes. Donc, c'est important d'en parler des pluies diluviennes et ainsi de suite. Donc, avoir plus d'informations, de vulgarisation par rapport à toute cette problématique, parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'informer plus les personnes handicapées. De toute façon, elles sont toujours chez elles, et puis non, c'est pas sûr, là. Donc, puis dernier point, encore une fois, revenir à tous les arrondissements devraient avoir un plan d'urgence et avoir des statistiques par rapport à leur groupe de population. Les villes et les arrondissements, c'est très important pour que les premiers répondants puissent avoir déjà des façons de faire et déjà être formés pour pouvoir soutenir ces personnes-là. On a une diversité dans la population en situation de handicap. Donc, c'est faire attention parce que même le premier répondant, quand il se déplace et oups, c'est une personne malentendante ou sourde, on va attendre l'interprète, ça prend du temps, ça crée des situations de panique, ça crée beaucoup de problématiques. Ah, une personne en fauteuil roulant, ben, je ne savais pas, on ne nous l'a pas dit. Ça, c'est très problématique. Donc, j'ai dit beaucoup de choses, là, mais choisissez. Ce que j'ai entendu, c'est plus de recherche au niveau de l'approche intersectionnelle, mais axée sur le genre, pour faire Oui, ressortir des aspects plus spécifiques par rapport aux femmes, comparaison urbain-rural au niveau de l'accès aux services, et aussi d'avoir aussi plus de statistiques pour les gouvernants, en tout cas à différents niveaux. Puis tu as parlé des municipalités. Andréane? mhm. Oui, ben mon commentaire va aller un peu dans le sens là, de ce que Mme Couitry disait justement. Ben, dans le fond, vous savez, là, Mme Maxine, nous, on est vraiment en démarche de plan d'adaptation au changement climatique à la santé publique de Montréal. On a la volonté justement d'intégrer les personnes en situation de handicap. Pour moi, l'étude ici trace bien là, tout ce qui est l'impact des changements climatiques sur les personnes en situation de handicap. Ce que je verrais, ce serait deux explorations possibles. Donc, la première, ce serait d'aller voir un peu du point de vue des enjeux en lien avec les mesures d'adaptation qui sont déjà en place à Montréal, au Québec. On en a déjà parlé un petit peu. Là, vous avez parlé de l'accès à l'information, vous avez parlé de l'enjeu là, du déplacement et tout. Je serais intéressée à ce qu'on creuse davantage là, justement, c'est quoi les enjeux en lien avec les solutions qui sont en ce moment présentes, puis qu'est-ce que les décideurs, les personnes qui ont des leviers, là, on a parlé de la STM, on parle de la Ville de Montréal, toutes les personnes finalement qui ont des leviers, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus en termes de solutions pour faciliter justement l'accès à ces mesures-là.
Puis la deuxième chose, ben, vous l'avez aussi dit un petit peu, l'hétérogénéité dans la population en situation d'itinérance. Donc, je serais aussi intéressée à Les voir, personnes en situation de handicap. excusez-moi, d'handicap. Je serais aussi intéressée là, à voir un petit peu là, une ventilation des données là, en termes des différents handicaps qui existent, puis quel pourrait être justement l'impact là, propre à ces segments de population-là. Par rapport au changement climatique, toujours, n'est-ce pas? Oui. Oui, super. Merci beaucoup pour ces questions, ou en tout cas enjeux pour des questions futures de recherche. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres personnes qui voudraient euh, donner aussi leurs commentaires par rapport à d'autres enjeux qu'on devrait aborder au niveau de la recherche, en tout cas documenter et puis collecter les données par rapport à l'accès aux services des personnes en situation de handicap euh, en contexte de changement climatique. Et vous l'avez très bien mentionné, c'est pas juste les changements climatiques de grandes envergures, mais ça peut être aussi à plus petite échelle, échelonné dans le temps, comme les canicules, des gels, pluie à des mauvais moments, verglas, etc. Des vents beaucoup plus forts à des moments pas inappropriés selon la tendance des événements climatiques. D'autres questions, commentaires? Ah, je vois un ajout. Prendre en considération les défis de santé mentale et le handicap non visible qui s'ajoutent aux limitations en général. Oui, donc santé mentale. Peut-être juste pour vous dire que on va commencer à l'École de santé publique. J'ai reçu un financement et ce sera aussi en partenariat avec la direction de santé publique de Montréal. On va regarder justement les impacts des changements climatiques au Québec dans 3 régions différentes sur la santé physique et mentale justement des personnes avec différents types d'incapacités. On voudra aussi regarder ce qui se passe par rapport à un outil d'adaptation au changement climatique. Et justement, ça va un peu dans le sens de ce que Andréane proposait, c'est de voir ben, comment on peut l'améliorer dans les cas d'urgence. Et donc, ce sera en concertation avec différentes organisations de personnes en situation de handicap dans 3 régions. Donc, on vous revient là-dessus. Je viens juste d'avoir le financement. Donc, on va procéder aux demandes éthiques, etc. Et peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, on fera la même chose. Et entre-temps, ça se peut qu'on vous sollicitera aussi pour plus d'informations. Je regarde rapidement euh, le groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions de recherche qui vous semblent importantes par rapport au changement climatique, accès aux services et inclusion des personnes en situation de handicap avec leurs animaux ou sans leurs animaux, mais surtout avec les personnes en situation de handicap. Je ne vois rien pour l'instant. Peut-être que je voudrais euh, vous partager ceci avant que j'oublie. C'est très important pour nous, mais on aura encore le temps. Il reste 3-4 minutes ou sinon pour terminer. On veut vraiment remercier notre bailleur de fonds, les Instituts de recherche de santé du Canada, les IRSC pour le financement de notre étude. Et puis, on remercie vraiment, vraiment toutes et tous les participants et participantes de l'étude pour leur temps précieux, puis toutes les informations extrêmement riches qu'ils nous ont partagées. C'est une étude pilote exploratoire dans 2 sites.
mais ça nous permet déjà de tracer quelques lignes vers où on devrait aller et puis avec toutes les nouvelles informations que vous nous avez données. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, on vous remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que Davidé nous rejoint de la Belgique, donc c'est tard pour vous. Merci énormément. On devrait garder contact. Davidé, il y a Caroline qui nous rejoint de l'Afrique de l'Est au Kenya et puis plusieurs collègues ici au Québec qui se sont rejoints à nous. Alors, merci énormément. On va partager, quand ce sera prêt, tout l'enregistrement de l'atelier aujourd'hui dans le site YouTube du Centre de recherche de santé publique. Et on va aussi vous partager l'infographie en anglais qui trace un peu plus les données qualitatives, les résultats qualitatifs de l'Ouganda. Et puis en français, il y aura la partie du Québec. Alors, merci beaucoup. Bon après-midi, bon lunch. Et puis, c'est sûr qu'on va garder contact parce qu'il y a tellement de choses à faire et on ne peut pas le faire tout seul. Dans notre coin, on a besoin de travailler ensemble, recherche, étudiants, praticiens, personnes des différents paliers de gouvernement, santé publique, les groupes de personnes en situation de handicap, société civile, etc. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.